Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée de jeudi 8 août 2024. Dans les actualités de ce jour, la diplomatie malagasy s'ouvre à tous les pays. La favorisation du panafricanisme et de la conférence Sud-Sud revêt également une importance particulière, a déclaré le conseiller spécial du président de la République Ange Radzouelne lors de l'émission L'entretien du jour, répondant à la question du journaliste étranger Khalil Gibé. Cela a été constaté lors de la récente visite du président de la République Ange Radzouelne dans les deux pays africains, ainsi que lors de la rencontre avec le président français Emmanuel Macron à Paris. Reportage signé Judikael Khadjenirin. Le mois de juillet a été un mois particulier pour les relations de Madagascar avec d'autres pays étrangers. Le président Ange Radzouelne a visité 3 pays d'Europe et d'Afrique. Il a été constaté lors de sa visite que Madagascar est ouvert à toute coopération et cela s'inscrit dans la diplomatie économique établie actuellement qui s'avère efficace et donne déjà des résultats concrets, a déclaré le conseil spécial du président. Le premier d'entre eux est sa rencontre avec le président Emmanuel Macron le 26 juillet à Paris. Il y a de très nombreux projets qui sont en cours entre Paris et Antananarive. Le plus emblématique et le plus actuel, c'est naturellement le téléphérique sur la ville d'Antananarive, mais il y a de très nombreux sujets qui ont été évoqués entre les deux présidents durant une audience de 45 minutes qui est tout à fait exceptionnelle. C'était la 4e rencontre entre Ange Radzouelne et M. Emmanuel Macron à Paris. Et donc, voilà, nous avons évoqué un certain nombre de sujets, mais pas seulement. Il y a, entre la France et Madagascar, disons, une amitié séculaire. La coopération entre les pays africains dans la conférence Sud-Sud a été également mise en avant et instaurée lors de sa visite d'État effectuée par le président Ange Radzouelne récemment. Sa rencontre avec le président Umaro Sissoko Embalo au Guinée-Bissau, suivie de la visite d'État en Angola, durant laquelle il a rencontré le président João Lourenço et sa prise de parole devant les parlementaires de Luanda. De nombreuses conventions ont été signées lors de ces rencontres. Et la situation actuelle à Madagascar prouve la réussite de la favorisation du panafricanisme pour le développement, d'après toujours les explications. La diplomatie malagasy, qui est une diplomatie ouverte au monde, se focalise actuellement sur le panafricanisme et sur la coopération Sud-Sud. Coopération Sud-Sud qui s'illustre notamment avec la construction de l'autoroute Tana Antananarive-Thomas Tamatave, qui est le grand port de l'Est, par une entreprise égyptienne, Samkret, avec un certain nombre d'autres coopérations avec des pays africains. Nous avons récemment reçu des hautes personnalités ivoiriennes à Madagascar. Nous avons l'implantation d'une banque ivoirienne à Madagascar. Nous avons l'implantation de 3 banques marocaines à Madagascar. Nous avons l'implantation de 2 banques mauriciennes à Madagascar. Donc, notre avenir, tel qu'il est dessiné par le président Ange Radzouelne, c'est justement cet avenir de diplomatie tous azimuts, en privilégiant naturellement les accords Sud-Sud. L'idée pour nous, l'idée pour la diplomatie malagasy, c'est de dire que nous appartenons à cette communauté africaine, nous appartenons pleinement et entièrement à la communauté africaine, et c'est de ce côté-là que nous devons prendre nos forces et donner également un certain nombre de nos forces à nos frères africains, au niveau commercial, au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau juridique. Et le président Radzouelne insiste beaucoup sur ce panafricanisme et cette coopération Sud-Sud. La diplomatie malagasy est sur la bonne voie et le développement de nos relations avec les autres pays et unions internationaux est déjà en quelque sorte une victoire pour Madagascar. Un exemple en est le fait que Madagascar est chargé de la gestion de la Comité de l'océan Indien et l'accueil du sommet du comité à Madagascar, l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans notre pays en réponse à l'invitation du président Ange Radzouelne. À cela s'ajoute également le fait que Madagascar a également été élu vice-président de la 79e Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre.
Le renforcement de la diplomatie économique de Madagascar se poursuit toujours et c'est pourquoi Madagascar participera au sommet sur la coopération entre la Chine et l'Afrique en septembre et avant cela, le président Andradzwin se rendra au Rwanda pour répondre à l'invitation du président Paul Kagame le 11 août. Ensuite, la coopération entre Madagascar et l'Angola a été mise en place officiellement durant la visite d'État effectuée par le président de la République malgache, Andradzwin, à Luanda, Angola, la semaine dernière. L'Angola possède les expériences dont Madagascar pourrait prendre exemple et appliquer afin de les concorder aux besoins du pays, surtout dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et des potentiels techniques. De ce fait, parmi les mémorandums d'entente signés lors de cette visite d'État en Angola figure l'accord de partenariat sur le développement du secteur de l'énergie et du pétrole. Plus de détails avec Natera Koutmaouf et Eri Rasloufarmanan. Sur les 7 protocoles d'accord signés durant la visite d'État en Angola de la délégation malagasy menée par le chef de l'État Andradzwin, figure l'accord de coopération sur le développement du secteur de l'énergie et l'accord de coopération sur le secteur pétrolier. Ces secteurs, notamment le secteur pétrolier, est un des piliers de l'économie angolaise de par la bonne gestion de ses ressources naturelles. L'Angola possède des ressources telles que le pétrole, le gaz naturel ou encore les pierres précieuses. Afin de tirer profit de leur expérience et dans leur réussite pour le développement du pays, le mémorandum d'entente signé concernant le pétrole porte davantage sur le volet légal et la formation. L'Angola possède les capacités pour tirer profit de ses ressources naturelles et les résultats sont évidents car c'est le 2e pays d'Afrique à produire du pétrole brut. L'Angola possède aussi des diamants. Par ailleurs, 5% des produits exportés doivent être les produits finis et transformés. C'est un moyen que nous pouvons également appliquer dans le pays, souligne le ministre des Mines. Ainsi, le mémorandum d'entente porte sur les points de coopération pour un partage d'expériences entre les techniciens malagasy et angolais, entre autres. Concernant le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, l'Angola a pour ambition d'étendre sa raffinerie pour exploiter son pétrole brut et se détacher petit à petit de l'exportation des produits raffinés, car la raffinerie actuelle du pays ne peut accueillir que 20% des besoins du pays. De ce fait, toutes les expériences acquises par l'Angola dans le domaine de la gestion de ses ressources pétrolières peuvent être appliquées à Madagascar. On peut aussi envisager d'importer les produits pétroliers de l'Angola quand il aura fini l'extension de ses raffineries, déclare le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Comme le secteur du pétrole, le mémorandum d'entente sur le développement du secteur de l'énergie porte également sur les échanges et partages d'expériences entre les deux pays. Il est à rappeler que les 7 accords de coopération qui marquent officiellement le début de la coopération entre Madagascar et l'Angola a été signé le 1er août dernier au palais d'État angolais entre les ministres de tutelle assistés par les 2 chefs de l'État des 2 pays. Les régions devraient bénéficier de la présence d'une entreprise y exerçant en termes de développement. À cet effet, un atelier s'est tenu ce jour à l'Arbi au cours duquel QMM a présenté sa politique pour le développement de la région d'Anos et son budget pour la RSE. Reportage signé Ruth Christelle Rakoutmalal. Le nouveau code minier exige la RSE pour une société exerçant dans une région pour promouvoir son développement. Pour QMM, qui est une entreprise qui exerce dans l'exploitation d'ilménite à Fort-Dauphin, elle a alloué 4 millions de dollars par an pour le développement de la région, conformément à l'accord conclu en août 2023. Les interventions sont axées sur la réforestation, l'adduction d'eau potable, les projets IMO, l'éducation, le renforcement des capacités des pompiers, la santé communautaire, la surveillance communautaire, la pêche, l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est un atelier de partage qui a été donc organisé par la QMM et le gouvernorat de la région Anos et les divers départements ministériels qui sont ici représentés ont manifesté en fait leur souhait de bien vouloir en fait apporter des améliorations par rapport au plan qui a été donc dressé par les experts au niveau de la région Anos, au niveau de QMM et qui a été appuyé par le PNUD également. Selon le ministre des Mines, Rakoutmalala Irjen Olivier, l'atelier de concertation de ce jour vise à relier les besoins de la communauté et la région. Cela devrait également être approuvé par le gouvernement avant son exécution.
Passons dans un tout autre sujet, remporter de nombreuses médailles d'or et promouvoir Madagascar dans le monde de la robotique. Tels sont les objectifs fixés par la team Madagascar qui participera au First Global Challenge aux Jeux Olympiques de la robotique en septembre prochain. L'équipe est particulière cette année car 80% des membres sont toutes des filles. Reportage de Sai Sylvain et Nzar Ranjiansou. Maria, Enafi, Grace, Saaz et Tuzu Emric représenteront Madagascar lors de la 8e édition du prestigieux First Global Challenge qui se déroulera à Athènes, en Grèce, du 26 au 29 septembre 2024. L'équipe nationale malagasy qui a déjà procédé à des regroupements depuis le mois d'avril. L'objectif pour le robotique étant de remporter le plus de médailles d'or et promouvoir Madagascar dans le monde de la robotique, d'après la team Madagascar. L'équipe nationale malagasy est actuellement en pleine préparation avec les robots qui seront utilisés lors de la compétition. L'équipe nationale robotique fait appel au partenariat car l'un des problèmes majeurs auxquels ils font face en ce moment est le lieu pour les entraînements et les regroupements ainsi que les fonds nécessaires pour faire face à la compétition. Cet événement rassemble des lycéens de plus de 190 pays autour du thème « Feeding the Future » axé sur la production alimentaire durable. Dans la partie sud de l'île, les travaux urgents dans les 29 communes qui composent le district de Tolanar ont été définis ce mercredi lors de la réunion entre les maires, le parlementaire et le gouverneur de la région d'Anos. Ils seront réalisés à travers le CIAD ou crédit d'investissement destiné à l'appui au développement, d'après ce qui a été défini lors de cette rencontre. Anna Martina et Cécile Sylvain. Il n'y a jamais eu de consultation entre les maires et le député du district de Tolanar concernant les travaux réalisés à travers la CIAD ou crédit d'investissement destiné à l'appui au développement auparavant. Cependant, chacune des 29 municipalités du district de Tolanar est confrontée à de nombreux problèmes, selon les maires, d'où l'importance de cette rencontre entre le député, les maires et le gouverneur de la région, qui a permis non seulement la détermination des travaux urgents, mais également de garantir la transparence sur l'utilisation du CIAD. Le CIAD est censé réaliser les travaux de développement et résoudre les problèmes des populations au niveau local, ce qui doit être également conforme à la politique générale de l'État, a déclaré le député élu dans le district de Tolanar, Shabani Nourdine. Il a été décidé lors de cette réunion entre les maires, le député et le gouverneur de la région d'Anos que ces discussions se poursuivront afin d'assurer le processus des travaux de développement dans les 29 communes du district de Tolanar. Et le ZKB de l'Association des femmes militaires et des épouses de militaires ou FIVAMI a débuté officiellement aujourd'hui à la CEMIPI de Berav Nafi Anarantsou. Le général Saïvé Lalamouza Delphin, ministre des Forces armées, a officiellement ouvert ce ZKB 2024. Il a représenté la première dame Mialradzueln, épouse du président de la République et chef suprême des Forces armées, marraine de ce ZKB 2024. Le ministre des Forces armées a souligné l'importance de la solidarité de tous lors de cet événement. Le soutien des membres de cette association, de leurs époux, a un grand impact sur l'instauration de la paix, qui est la première mission des forces armées malagasy à travers des soins et des conseils face à leurs grandes responsabilités. Ce ZKB se poursuivra dans diverses villes après Fianarantsu les 8, 9, 10, le 11 août 2024. Ce sera un Tirabé du 12 au 14 août, puis à Madzang les 26, 27 et 28 août. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre du ZKB, dont des campagnes de soins gratuits, des marches collectives, des manifestations culturelles et sportives, des conférences et des expositions sur l'association FIVAMI qui regroupe actuellement 9000 membres sur l'ensemble de l'île et est active dans le développement de la communauté et dans le soutien de leurs conjoints militaires. Concernant les actualités sportives, Sidonie Fiadanantsu, athlète malagasy au 100 mètres et Rosina Radafi Arson, l'haltérophile malagasy, dans la catégorie des moins de 49 kg, ont clôturé la participation de Madagascar aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette dernière termine 10e sur les 12 concurrentes hier soir, tandis que Sidonie Fiadanantsu n'a pas été qualifiée pour les demi-finales suite au repêchage qui s'est tenu ce matin. Reportage signé Anzar Khazanaville.
L'haltérophile malagasy Rosina Radaferson, engagée chez les moins de 49 kg aux Jeux Olympiques de Paris, termine 10e sur les 12 haltérophiles concurrentes. Ces résultats qui ne lui ont pas permis de monter sur le podium. Elle a soulevé 80 kg à l'arraché au deuxième essai, après avoir réussi à soulever 75 kg au premier essai. Elle a ensuite tenté les 83 kg au troisième essai, sans réussite. Et à l'épaule jetée, elle a égalé son record de 95 kg dès le premier essai. Elle tente une incroyable marque de 100 kg au deuxième essai, qu'elle rate avant de réussir à le lever au troisième essai. Elle réussit donc un total olympique de 180 kg, soit 10 kg de plus que son précédent record, 170 kg, établi au championnat du monde d'haltérophilie 2023 en Arabie Saoudite en septembre dernier. La Chine a remporté la médaille d'or dans cette discipline, la médaille d'argent remportée par le Roumanie et la médaille de bronze par la Thaïlande. Quant à Sidonie Fiadanantsoa, elle termine à la 6e place de sa série de repêchage des 100 mètres haies aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et ne se qualifie pas pour les demi-finales. Elle a réalisé un temps de 13 secondes 12 centièmes. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, après 9 jours de heurts au Royaume-Uni, la nuit dernière était plus calme que les précédentes. Le Premier ministre Keir Starmer appelle à ne pas relâcher les efforts contre les violences d'extrême droite. Il préside aujourd'hui une nouvelle réunion de crise. Reportage sur les images de France 24. Marée humaine, venue défier la vague de violences d'extrême droite qui déferle sur le Royaume-Uni depuis une semaine. Dans le nord de Londres, les réfugiés sont les bienvenus. Les contre-manifestants se comptent par milliers. Même image d'unité à Brighton, à Birmingham ou encore à Bristol. Des communautés rassemblées en réponse aux émeutes et pour dire non au racisme et à l'islamophobie. On avait peur de ce qui allait se passer ce soir, alors c'était important qu'on soit là pour protéger notre communauté. On vient dire aux racistes qu'ils ne sont pas les bienvenus dans nos rues. Ici, pas de violence. L'idée, c'est de rassembler. Nous devons arrêter les fascistes, c'est la seule chose qui fonctionne. Les autorités craignaient plus de 100 rassemblements anti-immigration à travers le pays. Dans les rues, commerces fermés, barricadés par mesure de précaution. On est très nerveux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Tout comme les cabinets d'avocats spécialisés dans l'aide aux demandeurs d'asile. Plus de 6000 policiers anti-émeutes mobilisés, le plus gros déploiement de forces de police depuis plus de 10 ans. Les manifestants anti-immigration ne se sont finalement que très peu rassemblés, comme ce petit groupe à Portsmouth, venu bloquer une route. Nous avons déployé des milliers de policiers dans nos rues. La démonstration de force de la police, mais aussi, pour être honnête, la démonstration d'unité des communautés ont été plus fortes que ces désordres. Des manifestants anti-immigration, peut-être aussi dissuadés par les premières condamnations d'émeutiers hier, jusqu'à 3 ans de prison. Plus de 400 personnes ont déjà été arrêtées depuis le début des émeutes. Le Royaume-Uni reste sur ses gardes, alors que de nouveaux appels à manifester ont été lancés par des groupes anti-immigration. Et démarré mercredi 24 juillet dans le nord de l'État aux États-Unis, le parc Fire d'origine criminelle s'est déjà inscrit dans la liste des incendies les plus importants de l'histoire de la Californie. Reportage sur les images de France 24. Mètre après mètre, le feu dévore tout sur son passage. Comme un mur de flammes qui remonte les collines californiennes escarpées pour s'attaquer aux habitations de ce quartier. Incendie dévastateur. En quelques minutes, cette habitante a tout perdu. Je n'arrête pas de penser à tout ce qu'il y avait dans la maison. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que je possédais n'existe plus. La Californie fait face à des incendies d'une extrême violence depuis 2 semaines. Des dizaines de feux simultanés qui mobilisent plus de 6000 pompiers. Plus au nord, cette sexagénaire évacuée découvre ce tas de cendres et de gravats à la place de sa maison. C'était bien plus qu'une maison pour moi. On a eu un appel des pompiers, ils nous ont dit « On pense que c'est votre maison, mais on n'est pas sûr car tout a brûlé. » Plus de 1600 km² déjà partis en fumée. Ces méga-feux surprennent même ces policiers, encerclés par les flammes au nord de Los Angeles, alors qu'ils tentaient d'évacuer des habitants. Leurs caméras embarquées enregistrent leur panique. On ne peut pas aller par là, on est coincé. Au bout de 40 minutes étouffantes, ils seront finalement secourus par les pompiers. Mais par endroits,
Les soldats du feu aussi sont dépassés par ces feux attisés par des vents forts et une vague de chaleur écrasante, plus de 40 degrés. On peut le sentir, l'intensité de l'incendie augmente. La chaleur a augmenté, les vents se sont intensifiés et on n'a que 8% d'humidité ce matin à 7 heures. Plus de 600 maisons et bâtiments ont déjà été détruits par les flammes à travers l'État. Les autorités redoutent des dégâts encore plus importants, alors que le pic de la saison sèche est à venir. Et ce qui ne devrait être qu'un séjour d'une semaine dans la Station spatiale internationale pourrait durer jusqu'en 2025. En effet, les 2 premiers astronautes transportés par le nouveau vaisseau Starliner de Boeing pourraient bien devoir attendre une capsule de SpaceX pour rentrer sur Terre. France 24. Il y a encore un mois, Sonny Williams et Butch Wilmore, arrivés à la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau Starliner, se montraient confiants. Nous nous sommes beaucoup entraînés. J'ai un très bon pressentiment que le vaisseau spatial nous ramènera à la maison sans problème. Starliner est un vaisseau conçu par Boeing pour rallier la Terre à l'ISS. Mais lors de son premier trajet avec les astronautes début juin, l'engin a subi des avaries sur son système de propulsion ainsi que des fuites d'hélium. Des problèmes qui nécessitent des tests de sécurité et prolongent le séjour des astronautes sur la station qui devait initialement durer une semaine. Mercredi, la NASA a donc ouvert la porte à une solution de rechange. Nous sommes dans une situation inédite ici. Nous avons plusieurs options. On peut faire en sorte que l'équipage ne revienne pas avec Starliner. Nous pouvons les ramener avec un autre véhicule. Et c'est SpaceX qui tient la corde pour rapatrier les naufragés sur Terre. La société détenue par Elon Musk assure des liaisons régulières avec la Station spatiale internationale. La NASA pourrait tirer profit de la prochaine mission habitée de la firme, intitulée Crew 9. Un plan plus sûr, mais qui prolongerait encore davantage l'attente de Sonny Williams et de Butch Wilmore. Les astronautes devraient alors patienter jusqu'en février prochain pour revenir sur Terre. La NASA n'a pas encore entériné ce choix difficile. L'agence devrait prendre sa décision d'ici à la mi-août. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.